Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures. Le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour Sybille Dacremont. Bonjour Delphine Delorme. Nous avons lu pour vous 4 livres. Dans cette émission, nous allons parler donc de 2 romans historiques et puis de 2 romans plus contemporains. Quels livres allez-vous vous présenter ? La fileuse de verre et Léonie B. Donc je vous laisse commencer. On ne présente plus Tracy Chevalier, qui est devenue mondialement connue grâce à son livre « La jeune fille à la perle », roman historique inspiré par la création du célèbre tableau de Vermeer. Elle a écrit une dizaine de romans, dont voici le dernier, La fileuse de verre, sorti chez Quai Voltaire en mai. L'auteur aime en général s'attarder autour de belles figures féminines. La fileuse de verre n'y fait pas exception. L'action se situe sur l'île de Murano, l'île des célèbres fabricants verriers mondialement réputés. Cette île est située à Venise, dans sa lagune, et au nord-est de son centre historique. En 1201, le Sénat de Venise rédigea un décret qui obligeait les verriers de Venise à installer leurs fours sur l'île de Murano. De nombreux incendies s'étaient en effet déclarés à Venise au départ des fours de verriers, et les Vénitiens s'inquiétaient des risques encourus pour leurs maisons en bois. La condition insulaire permettait en outre de préserver plus facilement le secret de la fabrication du verre transmise de père en fils. Car le savoir-faire des verriers de Murano suscitait bien évidemment de nombreuses convoitises de la part des autres pays européens, et l'on craignait que l'étranger ne découvre leurs procédés. C'est pourquoi, dès 1275, l'exportation du verre brut ainsi que des matières qui servaient à le composer, mais également celle du verre cassé, fut interdite par le Sénat vénitien. C'est une grosse découverte pour moi, je ne savais pas. La production du verre était très réglementée, non seulement en ce qui concerne l'obtention des licences pour les maîtres verriers, mais également sur le nombre d'ouvriers qu'ils avaient le droit d'employer. De la même manière, pour mieux contrôler les prix et la production, un calendrier très strict de fonctionnement des fours était édicté par la République de Venise. Ainsi, les verriers étaient obligés de respecter un congé annuel qui s'étendait de la mi-août à la mi-janvier. Après cette grande parenthèse, nous rentrons dans le roman qui débute en 1486 dans une famille de verriers. À la mort accidentelle du père de famille, Lorenzo Rosso, l'aîné des fils, Marco prend la suite, mais il n'est pas assez formé, il est complètement dépassé, or la concurrence est rude. Gottfried Klingenberg, le négociant allemand qui vend traditionnellement les productions de la famille, ne prend plus de commandes. Il n'a rien dit, il a honoré la dernière commande passée auprès du père, mais la qualité n'est plus là. Or Marco compte surfer sur la réputation de son père et ne songe pas un instant à se remettre en question. À l'époque, c'est un métier d'homme dont sont exclues les femmes. Pour sauver sa famille de la ruine, Orsola Rosso, la fille de la famille, décide de passer outre et de se former en secret à la fabrication de perles de verre auprès de Maria Barovier. Maria Barovier, elle a vraiment existé. Les perles sont considérées comme un art mineur, indigne des hommes, c'est bon marché, pas assez rentable. Alors elle sait que pour qu'elles soient acceptées puis vendues, elles devront être parfaites. Nous allons donc suivre cette famille qui va s'agrandir, connaître l'amour, haine et deuil. Et c'est là où est le génie de l'auteur. Sur la terra firma, le temps suit son cours, mais dans Venise, sa lagune et ses îles, le temps est plus lent. Nous allons donc traverser les siècles, vivre la Grande Peste, croiser Casanova, les révolutions américaines et françaises, la Première Guerre mondiale, et suivre l'évolution de la verrerie et de son commerce. Lorsque le roman s'achève en 2019, nous aurons balayé 5 siècles d'histoire, et Orsola n'aura que 70 ans. C'est vrai qu'il faut accepter ce concept, mais personnellement, j'ai trouvé le procédé captivant. Un roman foisonnant. L'écriture est très belle, le récit très instructif et l'histoire attachante. Tracy Chevalier fait le portrait d'une femme, celui d'une famille et celui d'une ville aussi intemporelle que le sont les chefs-d'œuvre de l'île du Verre. C'est un gros coup de cœur. Alors, si on veut faire le lien avec le livre que je vais présenter maintenant, moi aussi je suis dans une ville d'eau. Alors, si on peut dire, en fait, c'est Le Havre. Donc, je vais vous présenter le dernier livre de Maëlys de Kerangal, édité aux éditions Verticales, Jour de ressac. Maëlys de Kerangal a écrit de nombreux romans, dont celui très connu qui s'appelle Réparer les vivants. Ce roman, Jour de ressac, a la forme d'une enquête policière. La narratrice, qui vit à Paris, est appelée à se présenter au commissariat de police du Havre dans le cadre d'une enquête. Un homme a été retrouvé mort sur la plage et mystérieusement, le numéro de téléphone de l'héroïne a été retrouvé dans la poche du cadavre, sur un petit papier. L'enquête va être le déclencheur d'un retour dans les souvenirs de la narratrice.
alternent dans le récit le voyage vers le Havre et le retour dans les souvenirs d'une vie adolescente. Un mouvement du corps et de l'esprit, un mouvement des vagues, plus largement des éléments, le vent, les rafales de vent, la pluie, les embruns, le ressac. La ville du Havre est le personnage central du roman. La musicalité du style de Maëlys de Kerangal rend ses textes toujours singuliers. Elle a une voix particulière, comme son héroïne, qui double des films ou prête sa voix à des enregistrements divers. Le parallèle entre la narratrice et l'écrivaine semble évident. Maëlys de Kerangal a passé une partie de son enfance au Havre et elle prête elle-même sa voix à des personnages de fiction, comme son héroïne. Je ne résiste pas à vous lire un extrait, page 88. « J'ai mis mes mains en porte-voix. On a trouvé un corps par ici, vers la digue nord, il y a 2 jours, le corps d'un homme. J'ai crié ma phrase d'une traite, hors d'haleine, comme si ces mots étaient lourds à expulser, à sortir de moi. Le type a coupé son moteur, puis il est descendu de sa pelleteuse en se laissant glisser sur les fesses et s'est réceptionné en souplesse sur le sol. Il était long et fin, dégingandé, des yeux ardoises, une casquette du hack. Derrière lui, le balancier de la Dozane oscillait dans le vent imbécile. « Bah ouais, je sais bien, un peu plus et je le ramassais dans ma pelle, c'est moi qui ai prévenu les flics. » J'ai du mal à m'arrêter parce que c'est un texte, en fait, on démarre et on n'a plus envie de le lâcher. C'est des phrases longues, c'est un rythme qui chemine avec la pensée de la narratrice. C'est un vrai plaisir de lecture de lire les livres de Maëlys de Kerangal. Alors, si vous aimez les polars avec un foisonnement d'événements, vous ne trouverez pas ces éléments narratifs dans ce livre. C'est vraiment un texte descriptif, très visuel, presque cinématographique. On est dans la peau de la femme qui marche au bord de la mer, qui erre dans sa tête, qui se plonge dans les souvenirs. Comme dans d'autres livres de Maëlys de Kerangal, l'importance du corps, la place du corps, des mouvements apparaît. Le flux comme le ressac, le flux de la pensée, le mouvement du corps. Jour de ressac s'ouvre et se referme, et au bout de 240 pages, on a du mal à le lâcher. Le code du policier est en partie respecté, puisqu'il y a un fil qui est quand même tiré à partir du cadavre trouvé sur la plage jusqu'à l'enquêteur. Voilà, je vous propose de nous parler de votre 2e livre, Sybille. Merci. On va passer au 19e siècle. Nous, c'est pas tout à fait la même époque. Sébastien Spitzer est un journaliste écrivain français. On lui doit 4 romans couronnés de nombreux prix littéraires, dont l'excellent Ses rêves qu'on piétine en 2017, son premier roman, qui met en lumière les ombres de Magda Goebbels et de ceux qui tentent de survivre à l'enfer. Lorsqu'on évoque Victor Hugo, on l'associe toujours à Adèle Fouché, celle qui fut sa femme, et à Juliette Drouet, la célèbre et fameuse Juliette Drouet, qui fut sa maîtresse en titre pendant 50 ans. Dans son dernier livre, Léonie B., publié chez Albin Michel en mars 2024, l'auteur va s'intéresser non pas à Juliette Drouet, dont on a beaucoup parlé, mais à Léonie Donnet, qu'on connaît peu, ou en tout cas beaucoup moins. Lorsque son futur mari, donc le futur mari de Léonie Donnet, le peintre François-Auguste Billard, pour lequel elle pose, est engagé dans l'expédition scientifique au Spitzberg, Léonie Donnet défie l'opposition unanime qu'elle rencontre en annonçant sa résolution de l'accompagner. Ce ne sera pas une mince affaire, elle n'a que 19 ans, mais elle sait ce qu'elle veut, et à force d'insistance, elle embarquera. Cette expédition, qui durera 2 ans, entre 1838 et 1839, est montée pour explorer l'océan Arctique à bord de la corvette La Recherche, sous la direction du médecin et naturaliste français Joseph-Paul Guémard. À l'époque, les femmes sont interdites sur les navires, elles portent malheur. Qu'à cela ne tienne, sans hésitation, Léonie se coupe les cheveux et s'habille en homme. Elle traverse avec François-Auguste Billard la Belgique, la Hollande, la Norvège, avant de quitter Hammerfest, la ville la plus septentrionale de Scandinavie, pour aborder, après plusieurs semaines, le Spitzberg. Lorsqu'elle rencontre Victor Hugo 3 ans plus tard, à l'automne 1843, sans doute dans le salon de Fortuné Hamelin, c'est une femme d'esprit qui fait sans doute partie des merveilleuses du directoire. Elle est mariée au peintre, donc elle est devenue Madame Biard, d'où le Léonie B. Victor Hugo est également marié et déjà entre les bras de Juliette Drouet, entre autres, parce que je pense que ce n'était pas la seule. Le coup de foudre entre eux est immédiat, malgré le grand écart d'âge, il a 2 fois son âge. Le mari de Léonie, au départ, est tolérant, et puis il finit par la faire suivre et les fait prendre en flagrant délit d'adultère. Pour Léonie, ce sera la prison pour femme de Saint-Lazare, puis au bout de 2 mois, un transfert au couvent des Dames de Saint-Michel pour 6 mois. Victor Hugo est un homme, de plus protégé par son statut de pair de France, donc pour lui, à part une petite remontée de bretelles du roi Louis-Philippe, il ne se passera pas grand-chose, à part effectivement un poste de ministre qui va lui passer sous le nez à cause de la mauvaise publicité de cette affaire.
Pour calmer le courroux du mari jaloux, il semblerait que le roi Louis-Philippe ait attribué une commande de toile à Biard. Voilà, donc cet épisode fera prendre conscience à Victor Hugo de la condition féminine en France et des inégalités flagrantes entre hommes et femmes. Et cet événement ainsi que la rencontre d'un gamin des rues sera très probablement, d'après l'auteur Sébastien Spitzer, donc à la genèse de son livre « Les Misérables ». Léonie B., elle, commencera sa carrière littéraire sous son nom de naissance, avec sous forme de feuilleton dans la Revue de Paris, la relation de cette expédition scientifique aux régions boréales. Aucune femme n'avait fait ça avant elle, c'était vraiment quelque chose d'impossible. Cet ouvrage représente de très nombreuses années de travail pour ce grand fan de Victor Hugo qu'est Sébastien Spitzer. Il est par ailleurs l'auteur du Dictionnaire amoureux de Victor Hugo et il est également administrateur de la Société des Amis de Victor Hugo. Tiré d'une histoire vraie, ce roman captivant représente donc beaucoup de recherche et une part minime d'imagination de la part de son auteur. On ne peut qu'être impressionné par cette femme. Oui, c'est un livre qui nous donne très envie. À vous Delphine. Donc moi je vous parle de La vie infinie de Jennifer Richard aux éditions Philippe Ray. C'est une romancière franco-américaine. Elle a écrit des romans jeunesse et elle a écrit déjà aussi 7 romans. Elle est née aux États-Unis en 1980. Elle s'intéresse en particulier à l'histoire et à la politique. Ce roman, donc La vie infinie, nous interroge sur la place de la technologie dans notre quotidien. Comme l'indique le titre, c'est une réflexion poussée sur le désir d'éternité. Un roman qui, j'espère, a un côté dystopique. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ce qui est effrayant, c'est que rien n'est vraiment inventé. C'est juste sûrement décrit avec excès. La place des applications est effrayante dans la vie des héros. Celles-ci mesurent puis régentent leur quotidien. Mesurent leur alimentation, leur durée de sport, leur rythme cardiaque, leur poids, leur désir sexuel. Les événements sont vécus, puis stockés et capitalisés pour faire revivre des souvenirs ensuite. La vie virtuelle et la vie vécue se mêlent. Donc les personnages du roman sont Pierre et Céline, un couple amoureux, et leur fille Zoé, qui a une dizaine d'années. Lui, Pierre, crée des start-up numériques et elle, Céline, est réalisatrice de documentaires. Leur fille Zoé, 10 ans, refuse tout contact humain et s'applique du gel hydroalcoolique en continu. Elle refuse même les contacts de ses parents. Elle joue avec des amis dans des jeux de réalité virtuelle. Pierre a le projet de créer un dispositif d'éternité numérique. Il espère une vie dématérialisée, éternelle. Ce roman nous aide à constater l'effrayante dépendance accrue de l'humanité au numérique, la toute-puissance de la donnée qui se collecte et qui nous survivra. Une humanité en mutation grâce ou à cause de la machine. On se rassure au bout de cette lecture en se disant « ce n'est qu'un roman », mais qui s'appuie sur la réalité. Un sujet qui peut paraître sombre, mais en fait la forme et le style de ce roman apportent un certain humour. L'écrivaine distille de la sensibilité au récit en ajoutant un personnage surgi du passé pour l'héroïne. Adrien est un ami d'enfance de Céline, il vit sans téléphone portable, il habite une péniche, il semble plus heureux que le couple de héros car il est libre, mais il devient un marginal et déphasé par rapport aux autres. La question que nous laisse Jennifer Richard: voulons-nous vivre une vie augmentée infinie ou vivre l'instant présent tel qu'il nous est donné? C'est un roman contemporain, puissant, qui invite à la réflexion. Et j'ai envie de vous livrer la dédicace que m'a faite l'autrice lorsque je l'ai rencontrée en librairie. La vie infinie est belle si on sait comment l'employer. Je vous ai parlé donc de 2 livres, La vie infinie de Jennifer Richard et Maëlys de Kerangal qui a écrit Jour de ressac. La fileuse de verre de Tracy Chevalier et Léonie B. de Sébastien Spitzer. On vous souhaite une bonne lecture. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».